Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nathalie Plouffe et je suis la coordonnatrice des Cercles Prospères chez Paro. Paro est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'appuyer l'entrepreneuriat féminin, non seulement en Ontario, mais maintenant à travers le Canada. Nous offrons des services de coaching et de support, en plus d'offrir un accès à du financement tel que les cercles de Paro, qui vous offrent du microfinancement jusqu'à 5 000 ainsi que le prêt WIOC pouvant aller jusqu'à 50 000 Si vous n'êtes pas déjà membre de Paro, je vous invite à le faire en visitant paro.ca, www.paro.ca, et de devenir membre en cliquant sur le petit bouton bleu en haut à droite, My Paro Path. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Virginie Messena. Virginie, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à celle qui est présente. On est content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Virginie. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai bien hâte de voir. Alors aujourd'hui, on va se parler d'affirmation de soi en entrepreneuriat et en particulier pour les femmes entrepreneurs parce que c'est quand même un gros sujet qui vient toucher parfois à des peurs, des croyances limitantes, à certains syndromes aussi qu'on voit notamment chez les femmes entrepreneurs. Donc, je suis pas mal enthousiaste de vous parler de ça et c'est qui me permet de vous en parler aujourd'hui et qu'est-ce qui est un peu mon background qui me rend experte sur le sujet. C'est que je suis, coach exécutive, mais aussi praticienne certifiée en intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot de intelligence émotionnelle? C'est vraiment un modèle qui permet de mettre l'accent sur 15 compétences nécessaires pour se sentir bien dans son quotidien, notamment professionnel, donc pour les entrepreneurs, pour se sentir plus épanoui et mieux en contrôle aussi de ses réactions émotionnelles face à des choses qui peuvent nous déclencher, peuvent venir nous chercher dans notre quotidien. Et l'affirmation de soi, c'est une de ces 15 compétences en intelligence émotionnelle sur lequel on va mettre un peu plus le focus aujourd'hui. Donc, j'ai mon entreprise de coaching ici en Ontario avec une équipe de coachs qui permet d'aller travailler ces compétences-là chez plusieurs clientes et notamment chez nos femmes entrepreneurs. Donc, ça nous donne aussi beaucoup d'expérience pour pouvoir venir vous en parler aujourd'hui parce qu'on a pu voir différents cas dans le monde de l'entrepreneuriat où la question de l'affirmation de soi, ben, elle était encore plus tendue en fait et nécessitait peut-être de vous offrir cette formation aujourd'hui. Alors sans plus tarder, Nathalie, si tu me permets, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation. Et pour celles qui participent à l'atelier aujourd'hui, vous êtes les bienvenus à demander, je crois qu'il y a un courriel déjà indiqué dans le clavardage, une copie de cette présentation afin de pouvoir y revenir après si vous trouvez ça aidant. Alors, je vais partager sans plus attendre mon écran. Alors, je vais le garder sous ce format-là. Je ne mettrai pas en plein écran parce que j'ai parfois des petits soucis au niveau de l'intégration de Canva dans Zoom. Mais félicité, Nathalie, si vous voyez bien, dites-moi que c'est correct quand même. On voit l'ensemble de la première slide, c'est pas trop gênant. Parfait. Alors, je vous ai déjà dit qui j'étais et puis quand vous aurez une copie de ce PDF ou si vous regardez l'enregistrement, je vous invite à prendre en note aussi mes informations de contact. Si vous avez des questions, vous voulez justement me contacter à ce sujet, n'hésitez pas. Alors, j'avais une petite question brise-glace pour les personnes présentes aujourd'hui. Euh, L'idée, vraiment, quand on va parler de sujets aussi sensibles que notamment le besoin de s'affirmer, de trouver des manières de s'affirmer dans différentes situations entrepreneuriales, c'est que vous avez un besoin en arrivant à ce webinaire. Vous avez peut-être une intention que vous aimeriez poser pour vous-même. Qu'est-ce que vous espérez ressortir de ce webinaire? Alors, si vous décidez de ne pas partager à micro ouvert aujourd'hui, je vous invite à prendre quelques secondes au moins pour le noter sur une feuille de papier, sur votre téléphone, quelle est l'intention que vous avez? Posez-vous ce petit objectif, ce besoin, identifiez-le. Vous êtes là pour quelle raison? Parce que justement, c'est difficile pour vous de vous affirmer? Dans quelle situation c'est plus difficile de vous affirmer pour vous? Où est-ce que vous pensez que vous auriez besoin d'un peu plus de soutien? Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme outil pour vous aider là-dedans? Prenez quelques secondes pour noter cette intention pour vous-même, pour déjà gagner en clarté, avant que moi, je vous donne des morceaux. OK? Alors, c'est toujours une bonne démarche à faire d'ailleurs en coaching, d'abord de revenir vers soi et d'identifier pour soi quel est ce besoin, quelle est notre intention. Donc, une fois que vous avez pris ces quelques secondes pour l'identifier vers vous, si vous avez le goût de le mettre dans la boîte de clavardage, de le partager entre nous ou
je vous invite vraiment à le faire si le micro n'est pas la façon la plus, agréable de le faire en ce moment. Je vois d'ailleurs qu'il y a un commentaire. Ah oui, on a foncé, hein, le besoin de l'intention de foncer peut-être en ressortant de ce webinaire, que ça propulse vers l'action. Moi, j'entends un peu ça dans cette idée. Bah, honnêtement, c'est ce que j'espère de tout cœur. Puis une autre des compétences en intelligence émotionnelle, c'est l'optimisme et c'est une sur lesquelles personnellement je score assez haut. Alors mon optimisme est contagieux, probablement que ça va te donner des ailes, Félicité, pour, foncer. En tout cas, c'est ça mon projet. Alors, comme j'ai beaucoup parlé d'intelligence émotionnelle, je voulais un petit peu vous donner la définition concrètement de ce que ça veut dire dans le modèle dans lequel je suis certifiée. Puis ce modèle, je vous le présente à l'écran parce que c'est donc un modèle scientifique très particulier qui va avec un test d'ailleurs qui peut être administré aux personnes qui ont envie de savoir où est-ce qu'elles se situent sur ces 15 compétences. Et dans ce modèle, on voit que l'affirmation de soi, donc elle est ici, dans le coin à droite, qui correspond à la fameuse échelle de l'expression individuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après ce modèle? Parce qu'on pourrait avoir chacune notre propre compréhension de qu'est-ce que veut dire l'affirmation de soi. Moi, j'ai envie de vous donner comme un petit cadre pour qu'on en parle d'une manière peut-être un peu plus ramassée, si ça vous va. Alors, selon ce modèle-là, l'affirmation de soi, ben, c'est vraiment la capacité de s'exprimer et de défendre ses croyances, ses pensées et ses sentiments d'une manière qui va être non destructive et qui va être responsable. Donc, c'est vraiment trouver le balai entre j'exprime avec authenticité et sincérité mes opinions, mes pensées, mes sentiments, sans avoir une attitude qui est jugeante, pointant du doigt, offensante ou ne me permettant pas de me responsabiliser dans cette affirmation de soi. C'est important en fait de voir que c'est cet équilibre-là. Donc concrètement, c'est vraiment une capacité, c'est une compétence qui peut se développer. C'est pas un trait de personnalité, hein. Ce modèle-là, d'ailleurs, c'est un modèle de compétence. Donc on considère qu'on peut travailler actuellement pour muscler cette habileté d'affirmation de soi, pour dire non quand il le faut, exprimer ses opinions et ses besoins de manière honnête et appropriée, et maintenir une position ferme et confiante dans les interactions interpersonnelles. C'est vraiment les trois piliers de qu'est-ce qui est une affirmation de soi réussie, où je comprends mes émotions, c'est difficile, je me sens vulnérable, mais quand même, dans une situation stressante pour moi, j'ai cette capacité de dire non, exprimer mes émotions de manière honnête, appropriée et de maintenir cette position ferme dans mes interactions interpersonnelles. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une compétence vraiment, une composante clé de l'intelligence émotionnelle. Et pourquoi elle est importante? Parce qu'elle va permettre de créer des relations qui sont équilibrées et respectueuses pour naviguer avec plus de succès dans les différentes situations, notamment dans l'entrepreneuriat. Alors, quand on parle des femmes entrepreneurs et de cette compétence en intelligence émotionnelle, il faut comprendre que les femmes, elles font face à des défis qui sont assez uniques et qui nécessitent une forte capacité, à s'affirmer pour pouvoir réussir. Et on peut même penser à certaines industries qui sont parfois plus masculines, où les femmes vont être même minoritaires et où ça va venir chercher chez elles encore plus justement d'émotions, encore plus de stresseurs et où du coup cette capacité en intelligence émotionnelle de s'affirmer, bah, ça va prendre toute leur énergie. Donc ça peut être encore plus difficile de développer cette compétence pour beaucoup de femmes entrepreneurs. Donc que ce soit pour négocier avec des clients, pour gérer des conflits avec des partenaires commerciaux, pour influencer lors de réunions stratégiques ou se positionner dans des événements de réseautage, c'est une compétence qui va être clé pour pouvoir avoir une croissance pérenne dans son entreprise. Alors, maintenant qu'on est quand même assez d'accord sur ce que veut dire dans ce contexte l'affirmation de soi et le lien avec les femmes entrepreneurs, j'ai envie d'aller un peu plus loin en vous mettant le doigt sur 3 choses, notamment de pourquoi c'est essentiel pour les femmes entrepreneurs d'aller travailler cette compétence. La première chose, ben, c'est vraiment parce que en la travaillant, cette compétence, en développant des stratégies pour la muscler, ben, on va pouvoir finalement se respecter, et poser des limites claires en exprimant ses besoins et ses opinions de manière constructive. Trouver sa niche, trouver sa place dans une industrie, le communiquer clairement
ça va faire partie de ce cheminement en développement personnel et professionnel. Je m'interromps 2 secondes, Nathalie. Quand il y a des commentaires dans le chat, il est possible que je ne les vois pas. Donc, si jamais il y a des commentaires que tu veux porter à mon attention, surtout n'hésite pas à m'interrompre. Je le vis très bien, les interruptions. Donc, il y a pas de Virginie, en problème. fait, merci Virginie. En fait, c'était mon commentaire à moi qui disait que j'adore cette image-là. La chatte, la lionne, le chat, le lion. J'adore cette image. Oui, parce que pour moi, bah, c'est justement, merci de l'amener, c'est très lié au premier point, développement personnel et professionnel et renforcement de la confiance en soi. C'est que c'est quelque part faire appel à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, n'est-ce pas, de nous, pour projeter, hein, cette image de lionne qui va se positionner, qui va défendre ses intérêts, ses besoins quand c'est nécessaire, mais d'une manière qui est équilibrée et qui est respectueuse. Donc, l'équilibrage des relations, quel est le lien avec une communication assertive? Ben, c'est parce que on a besoin de créer des relations plus harmonieuses avec nos partenaires, nos clients. Et souvent, beaucoup de femmes vont penser qu'harmonieux, ça veut dire se mettre un peu plus en retrait parce qu'on a peur de déplaire. On a peur d'être mal perçu. On a peur de paraître trop agressive. Donc, l'aspect peut-être de la lionne qui aurait l'air en train d'attaquer la proie, mais pas du tout. En réalité, c'est davantage cette image-là. C'est l'équilibrage des relations parce que je prends ma place, n'est-ce pas? J'existe pleinement, mais d'une manière encore qui est appropriée, qui n'est pas intrusive, qui n'est pas donc c'est cet équilibre, c'est cette balance et pour avoir des relations harmonieuses, je dois prendre ma place. Je ne peux pas me mettre de côté non plus parce que sinon les personnes ne vont pas me respecter et du coup, il n'y a plus d'équilibre, je passe inférieure et c'est ces personnes-là qui deviennent supérieures dans la conversation parce que moi-même, je leur ai laissé cette place. Moi-même, je me suis donné une place plus petite en n'allant pas m'affirmer comme j'aurais dû le faire. Alors, comment cette compétence, elle influence votre succès et votre bien-être? Eh bien, grâce à la prise de décision efficace, parce que être assertif, ben, ça permet de prendre des décisions plus rapidement et avec plus de conviction, ce qui est crucial dans le succès entrepreneurial. Quand on est entrepreneur, on doit souvent gérer la prise de risque, la relation au risque. Il y a des choses sur lesquelles on peut passer un peu plus de temps, mais il y a des choses où on doit agir plus vite. Et si on n'est pas très, très confortable avec une prise de décision plus rapide, ben, en développant son affirmation de soi, par ricochet, ça va permettre aussi d'être plus efficace dans sa prise de décision. La réduction du stress, parce que ça peut nous stresser, l'idée de nous affirmer, de nous positionner dans une situation, mais en réalité, plus on pratique de s'ouvrir en fait et d'être honnête dans des situations, plus on évite les frustrations et les ressentiments, ce qui contribue à un bien-être mental et émotionnel et donc à réduire notre stress. Donc souvent, la chose qui nous fait le plus peur, qu'on pense qui va occasionner le plus de stress, c'est finalement en bâtissant ce courage autour de l'affirmation de soi qu'on va réduire notre stress. Troisième point, le renforcement de la crédibilité, parce que les femmes entrepreneurs qui s'affirment, ben, elles sont souvent perçues comme plus crédibles et fiables par leurs pairs et leurs partenaires commerciaux. Encore là, parce que ça revient à l'équilibrage des relations. Si déjà on ne s'affirme pas comme on devrait, vous pourriez lancer la perception aux autres que vous êtes incertaine, que vous n'êtes peut-être pas assez compétente, que vous n'avez pas nécessairement des opinions ou quelque chose de nouveau à apporter. Donc le manque d'affirmation de soi pourrait vous nuire en termes de crédibilité par rapport à votre positionnement dans une industrie ou dans vos relations, dans vos échanges avec des personnes clés qui pourraient vous aider à faire grandir votre business. Donc l'affirmation de soi, c'est entièrement lié à ça. Alors, qu'est-ce qui est dans notre chemin qui souvent va nous empêcher de la pratiquer, cette affirmation de soi? Parce qu'autant on comprend pourquoi elle est importante, autant peut-être vous faites face à des moments où c'est vraiment plus difficile pour vous d'aller la déployer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette petite question, parce que j'aimerais que, alors que vous m'écoutez, partager les pensées typiques que j'ai pu observer dans les conversations de coaching ou les peurs typiques ou les syndromes. Je vais revenir sur quels sont ces syndromes. Vous puissiez vous-même identifier en m'entendant parler, OK, quelle est celle qui peut-être me rejoint un peu plus? Il y en a qui sont pas valides, il y en a qui peut-être ne me rejoignent pas, il y en a à prendre avec un grain de sel. Mais, ah tiens, peut-être que celle-là, c'est en fait mon déclencheur. C'est ça qui est vraiment dans mon chemin pour pleinement déployer l'affirmation de soi. Alors allons-y. Des pensées typiques, c'est un peu ce langage, ce discours intérieur qui se passe au moment où je sens que j'aurais intérêt à m'affirmer, mais ça m'empêche de le faire. Alors, première chose, j'en ai un petit peu parlé, hein, avec la métaphore de la lionne.
je vais être perçue comme agressive ou alors je ne vais pas plaire. OK? Donc, si jamais je m'affirme, il y a un potentiel conflit qui pourrait être derrière ça, où je perçois ça comme une forme de confrontation, l'idée même de m'affirmer. Et du coup, j'ai peur des répercussions sur la façon dont les gens vont me percevoir. Il y a tout un lot de pensées qui peut être associé à ça, qui va arriver en premier chez beaucoup de personnes, beaucoup de femmes entrepreneurs notamment, qui vont les empêcher de s'affirmer à leur juste valeur. Les autres savent mieux que moi. Ça, c'est un autre type de pensée, donc auquel on peut ajouter à «je ne suis pas assez compétente» ou «les autres sont peut-être plus experts, plus expertes sur ce sujet». Ou là, toi, tu lèves la main, Nathalie, est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint ou Oui, tu as oui, Virginie, écoute, Félicité et moi, Félicité nous a fait un commentaire, partage avec nous que elle aussi, les autres sont plus expertes que moi. Et je Mmh. partage cette position-là avec toi, Félicité. Moi, j'ai toujours eu un peu le, je vais aller chercher des certifications. Je vais aller chercher plus de training Ouais. au lieu de me lancer puis de dire au monde, alors voici ce que je fais. J'ai partagé avec toi, Virginie, que je suis certifiée avec Nova, tout ça. C'est la même chose. J'ai un peu toujours la peur de ne pas être assez. Et puis, Mmh. Félicité aussi partage avec nous que j'ai peur de blesser. Euh, Ouais, il y a les 2 alors, hein, pour féliciter. Il y a les 2 types de pensées que j'ai mentionnés. D'ailleurs, je vois merci beaucoup pour ton partage, Nathalie. Je vois que Félicité, tu as levé la main, on t'écoute. Oui, oui, et, oui, effectivement, moi, c'est surtout dans le domaine du travail, là, où je ressens ça. Mmh, J'ai l'impression que les choses font très vite par rapport à moi. mmh. Et voilà un peu, on partage. Donc, juste pour m'assurer que je Et ça comprends. crée des frustrations Oui, aussi. ça te crée des frustrations, le lien, la relation à la façon dont il faudrait quelque part prendre des décisions et te positionner parce que tu te dis: «Il est attendu de moi que je sois plus réactive parce que ça a l'air de se passer vite, mais moi j'aurais besoin de plus de temps pour arriver à intervenir». Est-ce que c'est un peu ça qui est en arrière de ton partage ou je suis à côté de la plaque? Oui, oui, c'est exactement ça. Et OK. j'ai l'impression que les gens arrivent à vite cerner la situation par rapport à moi, à vite réagir par rapport à moi. Ouais, puis Euh, j'imagine que du coup, la fameuse pensée à ce moment-là qui découle, c'est bah, c'est parce que si je réagis pas assez vite, est-ce que c'est possible que je sois pas assez compétent? Puis ça, comme ça nourrit les exactement pensées. ça. Eh Mhm. oui, hein, donc il y a comme Exactement ça. toutes les pensées qui sont Et je interreliées me sens dans un. comme à côté de la plaque, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ça. Et tu te sens toi à côté de la plaque du coup encore plus, puis ça te retarde. c'est ça. Ouais, OK. Donc ça, c'est super intéressant aussi ce partage parce qu'on voit que même si on pourrait les voir isolément, puis certaines personnes vont se raccrocher à une pensée, à une peur ou à un syndrome. Dans ton cas, c'est un bel exemple parce qu'on voit comment l'une nourrit l'autre, en fait, dans un enchaînement de situations et qui peut créer ce gros blocage qui empêche de s'affirmer. Par rapport à ce que tu as mentionné, Nathalie, et qui était un lien avec Félicité aussi, c'est que quand on est dans cette posture de mais il faut que j'aille chercher plus de certifications, hein, j'ai besoin d'avoir plus de choses avant de pouvoir me positionner, avant de pouvoir trouver ma juste place. Souvent, on tombe un petit peu dans ce qui est marqué ici, qui est le syndrome de la bonne élève. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce syndrome de la bonne élève? Félicité. En fait, ce que je voulais dire, bon, moi, à mon niveau, c'est pas une question de cette certification parce que c'est pas quelque chose que tu apprends dans la formation. C'est pas que je vais expliquer ça. C'est purement du développement personnel. C'est pas que je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, j'ai une maîtrise en administration des affaires. Mon travail, par exemple, c'est l'administration des affaires au niveau du gouvernement. Donc, c'est pas un manque de compétences théoriques, c'est pas comment je vais expliquer ça, ou bien de connaissances. Je sais pas s'il faut appeler ça quelque chose de la vie ou bien, en tout cas. Mais Je pense que c'est j'entends plutôt du que. développement personnel, je sais pas, en tout cas, Ouais, c'est ça. j'entends qu'en fait, tu es amené à douter de toi. Donc, c'est peut-être pas les compétences techniques sur lesquelles tu doutes, en fait, mais tu doutes peut-être sur d'autres compétences, comme des compétences peut-être justement sociales ou émotionnelles ou personnelles. Exactement, c'est ça. Tu as mis le doigt sur les mots. Voilà. Parfait. Et en fait, en réalité, c'est super bon ce que tu amènes parce que dans le syndrome de l'imposture, hein, ce syndrome de l'imposture, c'est quoi? C'est que même si j'ai les preuves de ma compétence,
il arrive que je doute de moi et que quelque part, il y ait au fond de moi cette impression que les gens vont finir par me démasquer pour ce que je suis, quelqu'un qui ne devrait pas être là où elle est. C'est un petit peu ça l'idée du syndrome de l'imposture, c'est que les gens ne pensent pas que cette personne est un imposteur. Mais la personne qui vit le syndrome de l'imposture se dit que quelque part, elle est une sorte d'imposture et que les gens vont finir par la démasquer. C'est un petit peu ça. Parfois, je ne suis pas en train de dire que l'une ou l'autre, vous avez ça, mais j'essaye de mettre des mots pour que vous puissiez voir là où vous vous situez. Le syndrome de l'imposture, dans le monde du travail, il intervient, par exemple, quand on est sorti de notre zone de confort. Et notre zone de confort, ça peut avoir avec des compétences techniques, mais ça peut aussi avoir avec des compétences personnelles, émotionnelles, sociales, mentales, comme par exemple dans notre relation au temps. Les choses ne se passent pas à un rythme qui me permettrait de me sentir épanouie. Et là, du coup, ça me met hors de ma zone de confort et je pourrais être amenée à vivre certaines formes du syndrome de l'imposture. Félicité. Ok, excuse-moi d'intervenir encore parce que Pas du ça tout? m'appelle ce point-là. Oui, Non, moi, personnellement, c'est pas le syndrome de l'imposture. ouais. Je sens que je suis à ma place, mais je sens que, je sais pas, la gestion de la relation humaine, par exemple, je n'arrive pas à le faire. Je prends un exemple banal, on peut être dans une causerie amicale, les autres ont des sujets, moi, j'ai pas de sujet. Mmh. Ou bien je me sens pas interpellée par ce qu'il dit, ou bien ça peut être à une réunion, je sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. Et puis bon, moi aussi, il y a le côté de, peut-être c'est culturel aussi, parce qu'au Canada, je remarque que les gens parlent beaucoup, que ça jase beaucoup, ils ont toujours beaucoup de choses à dire, et c'est pas mon cas, par exemple. Bon, voilà, un peu ça. Mais je pense que ce que tu amènes, l'imposture, ça peut avoir différents volets. C'est-à-dire que oui, ça peut être, on ne se sent pas à sa place, mais des fois, c'est pas juste ça. Des fois, c'est aussi je me sens en décalage avec l'environnement dans lequel je dois évoluer. Exactement, je me sens en décalage. Ouais, parce que par exemple, quand on parle et c'est pour ça que c'est très intéressant que tu as amené les compétences, par exemple personnelles, parce qu'effectivement, dans les compétences personnelles, il y a les compétences culturelles ou interculturelles pour décoder les attentes que les autres ont envers moi pour pouvoir fonctionner dans cet écosystème. Donc, tout ça, c'est des compétences en réalité. Et si je sens que je suis un peu plus peut-être vulnérable ou que je suis encore en train de grandir dans ces compétences-là, bah, c'est ça qui peut aussi, alimenter certaines peurs, certains syndromes ou certaines pensées. Donc peut-être que toi, tu ne te retrouveras pas dans un syndrome typique, mais on voit comment quelque part ça vient toucher à différentes choses. Le syndrome de la bonne élève, juste pour pouvoir le spécifier, comme je l'ai rapidement amené, pour parler par rapport à Nathalie, à son partage sur les certifications. Le syndrome de la bonne élève, c'est quelque chose qui est hyper typique chez les femmes et notamment chez les femmes entrepreneurs parce qu'il y a vraiment une construction sociale de la bonne élève, vraiment au féminin, je dirais. Donc, c'est un syndrome particulièrement genré, parce que les jeunes filles, les filles, quand elles grandissent, qu'elles vont à l'école, on les encourage à être sages, à écouter, à bien faire. On est récompensé. Les garçons, on s'attend à ce qu'ils soient un peu turbulents. Parfois, ça nous fait même sourire. Socialement, il y a comme une attitude différente par rapport au garçon, à sa capacité finalement à challenger, alors que les filles, on n'attend pas ça d'elles. Il faut vraiment qu'elles écoutent bien, qu'elles soient bien sages, etc. Donc, du coup, ce syndrome de la bonne élève, souvent, il se trouve cristallisé pour beaucoup de jeunes filles. Je ne dis pas tout le monde, mais pour beaucoup de jeunes filles. Et après, à l'âge adulte, la façon dont j'ai pu observer que ça me servait comme fille d'avoir des bonnes notes et tout ça, il est possible que ça ne me serve plus dans certaines situations de ma vie. Donc oui, ça me sert probablement pour pouvoir bien réussir mes études, pour avoir un premier poste, mais à quel point ce syndrome va-t-il me limiter dans des situations où avoir des certifications ou être une bonne élève, c'est pas nécessairement ce qui va être valorisé dans l'entreprise, admettons, parce qu'on va aller chercher d'autres compétences que je n'ai pas nécessairement développées, comme l'affirmation de soi, entre autres. Ou alors, que peut-être le fait d'aller rechercher sans arrêt, avec une pointe de perfectionnisme, encore plus d'informations, ça pourrait amener à de la procrastination et à ne pas passer à l'action, notamment en entrepreneuriat, parce que je me dis que j'en ai jamais assez, que je dois continuer d'accumuler de l'information avant de me positionner comme une experte ou comme quelqu'un qui a quelque chose à apporter, alors que j'ai déjà tellement de choses à apporter. Donc,
Il y a plusieurs morceaux autour de ça. Je schématise, je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude de donner des webinaires juste même sur ce sujet et on peut en parler pendant 2 heures. Mais c'est important de voir déjà et d'identifier pour vous-même qu'est-ce qui va être dans votre cas très spécifique parce que ça va pas être tout ça. Puis on vous a déjà entendu entre vous 2, il y a même déjà des couleurs spécifiques, hein, de pensées qui peut-être ont un peu plus d'emprise au moment où vous auriez besoin de vous affirmer. Et ben, ça va probablement être sur ça qu'il faudra travailler en premier. Parce que si on ne travaille pas sur cette pensée limitante ou sur cette peur ou sur ce syndrome, etc., etc., il va continuer en fait d'exister et de vous mettre en position vulnérable et à risque au moment où vous auriez besoin de vous affirmer. Donc, on a besoin toujours d'aller faire un travail plus profond. Alors, évidemment, le coaching, c'est quelque chose qui aide beaucoup à aller démanteler, débusquer ses croyances et relâcher leur emprise, notamment par rapport à ces pensées-là, pour bâtir un peu plus de confiance. Mais on va aussi aller voir des stratégies concrètes aujourd'hui que vous pourriez déjà commencer à mettre en place pour vous accompagner à passer à l'action sur des situations qui sont plus difficiles pour vous, selon vos cas de figure. OK? Alors, on va y aller avec 3 situations spécifiques que j'ai choisies pour vous, en fonction encore des choses que je vois le plus souvent. Situation numéro 1, des négociations avec des clients difficiles. Alors en entrepreneuriat, c'est, presque attendu d'avoir des gens qui vont pas être, soit contents d'un produit, d'un service ou alors le cas que j'ai pris ici, c'est quelqu'un qui va essayer de négocier vos tarifs. Alors ça, c'est vraiment le sujet phare en entrepreneuriat, surtout pour les femmes entrepreneurs qui ont tendance à fixer des tarifs beaucoup plus bas que, leurs valeurs, qui ont tendance à se sous-valoriser au niveau de leur tarification. Alors déjà, si en plus on s'est sous-valorisé en termes de tarification, lorsqu'un client difficile arrive et qui nous dit: «Ah mais vous êtes un peu cher» ou «Est-ce que vous pouvez pas me faire un prix?» c'est là que l'affirmation de soi va être nécessaire pour pouvoir entrer en négociation avec un client sur ces questions de tarification. Donc on va aller le regarder brièvement et puis voir des stratégies à mettre en place autour de ça. La deuxième situation, la gestion des conflits avec des partenaires commerciaux. Bah, quand on est en entrepreneuriat, puis honnêtement, c'est valable dans d'autres situations professionnelles au travail, quand on doit collaborer avec des personnes clés pour pouvoir se développer professionnellement, il est possible qu'on ne partage pas les mêmes vues, qu'on ait des opinions différentes sur là où devrait aller l'entreprise. Et du coup, ben, ça peut générer des conflits. Comment est-ce que je vais à ce moment-là utiliser mon affirmation de soi pour pouvoir gérer ce conflit sans m'oublier, sans mettre mes besoins de côté, sans mettre mon opinion de côté, juste parce que je veux préserver la relation avec le partenaire commercial. Ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est aussi une situation typique pour les femmes entrepreneurs. C'est les moments de réseautage ou alors quand je dois pitcher des idées, pitcher mon entreprise lors d'événements, des événements soit de réseautage ou des réunions prévues, par exemple des tables rondes. On peut voir ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Il en existe plusieurs, notamment au Canada, avec plusieurs associations où on va être amené à parler de son entreprise et parfois trouver notre place et utiliser l'affirmation de soi pour ça, ça peut être difficile. Alors j'ai choisi ces 3-là. Pareil un petit peu qu'avec les peurs et les croyances, alors que je parle de ces 3 situations, vous pouvez identifier pour vous-même lesquelles, sont celles dans lesquelles vous pensez que vous vous retrouvez le plus souvent et là où votre affirmation de soi pourrait être, un peu plus mise à mal, si on veut, OK? Alors, la première situation, la négociation avec des clients difficiles, je vous ai dit que j'allais prendre la situation d'une entrepreneur. OK. On va l'appeler Maria, hein, parce que j'ai quelqu'un en tête, mais on va lui donner un autre prénom. Puis Maria, en fait, elle rencontre un client qui insiste pour obtenir une réduction significative sur ses services. Et malgré le fait que le travail qu'elle va fournir, ben, il dépasse les attentes et que les prix sont déjà compétitifs avec ce qui existe dans le marché. Alors, ce qui se passe comme pensée limitante potentiellement pour Maria et qui pourrait l'empêcher de s'affirmer, alors que tout prouve qu'il nécessiterait de s'affirmer, n'est-ce pas, vu la situation, ben, elle se dit: «Si je refuse cette réduction de prix sur mes tarifs, je vais perdre ce client important. Il va pas revenir ou alors il va me laisser une mauvaise, review sur Google, un mauvais témoignage. Ça va avoir des répercussions catastrophiques sur mon business et je vais perdre encore plus de clients et je vais avoir une mauvaise réputation» et cetera. Donc bref, ça peut rapidement devenir un cercle vicieux. Donc ça entraîne une peur du rejet, par exemple dans ce cas spécifique que je suis en train de vous peindre.
et une peur de perdre des opportunités commerciales, donc liées à l'entreprise. Alors, comment s'y prendre quand on a cette peur-là et qu'il y a quand même besoin de s'affirmer? Ben, voilà ce que Maria, elle pourrait répondre à ce client difficile lors d'une conversation qui d'ailleurs, je suggère, ne soit pas du tout par courriel, mais qu'on prenne le temps d'avoir un appel téléphonique ou en personne pour avoir un lien plus personnel. D'abord, je pense que ça, c'est essentiel dans une conversation où on doit s'affirmer, parce que s'affirmer par courriel pourrait être interprété différemment par la personne qui reçoit les mots. On peut manquer de contexte non verbal, ce qui est quand même important dans ces conversations. Elle pourrait dire d'abord la chose suivante: ben, je comprends que vous souhaitez une réduction. Cependant, mon tarif reflète la qualité, l'engagement que j'apporte à votre projet, et elle peut nommer les différentes preuves qui, du coup, augmentent la valeur qui est apportée au projet et qui justifient justement tout ce prix-là. Je suis confiante que notre collaboration apportera une valeur significative ajoutée à votre entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a d'abord, on comprend, on écoute, on peut même récupérer les mots de la personne. On vient avec des faits neutres, objectifs, clairs, sur la valeur ajoutée qui permet de justifier notre tarification, parce que nous-mêmes, on a pris ce temps-là d'y réfléchir. Donc, ça suppose quand même que nous-mêmes, nous soyons quand même clairs sur quelle est cette valeur ajoutée. Et troisièmement, on renforce la confirmation, on incarne cette posture de « je suis confiante que cette collaboration, elle va apporter cette valeur ajoutée ». Et donc, on n'a pas besoin de revenir sur le tarif dans ce contexte-là. Donc, je veux vraiment mettre l'accent sur 3 points dans la stratégie, par exemple, qui est utilisée par Maria dans cette situation. La préparation. La préparation face à une conversation comme celle-là. Si on reçoit un courriel, on ne doit pas répondre du tac au tac, on ne doit pas prendre son téléphone tout de suite. On a besoin de prendre un pas de recul, de revenir à nos valeurs, à comment on a défini cette tarification et aux mots qu'on a envie d'utiliser pour se sentir en contrôle pour cette conversation, surtout si elle nous fait peur. On a besoin d'un pas de recul, on ne doit pas être réactive. On doit prendre ce temps de préparation avant d'entrer dans la négociation. 2, une communication qui est extrêmement claire. Vous avez entendu, je vous ai dit, elle utilise des termes très spécifiques, elle fait allusion à des éléments qui font partie de la valeur ajoutée. Donc, on exprime ses attentes, ses conditions sans ambivalence et avec précision. Troisièmement, il y avait quand même un élément qui était important là-dedans, il y avait l'écoute active. C'est important quand on est face à un client, pour maintenir cet équilibre, de lui montrer qu'on a entendu en fait ce qu'il y avait derrière sa demande. Et donc de commencer par cette posture d'écoute avant d'aller s'affirmer, c'est souvent la stratégie la plus gagnante. Et ça permet de vous respecter, de vous dire: «Ben, je ne suis pas arrivée de manière, agressive, ça ne peut pas être interprété de cette manière-là si j'y suis allée avec ce flow-là». J'y vais avec la situation numéro 2, la gestion des conflits avec des partenaires commerciaux. Alors là, vraiment le défi finalement, c'est de résoudre des désaccords tout en préservant la relation parce qu'elle est importante dans l'expansion de votre entreprise, admettons. Donc là, on va prendre un autre scénario d'une personne qu'on va appeler Léa. Puis Léa, elle est, allez, cofondatrice d'une start-up en technologie, OK? Admettons que c'est ce qu'elle fait, donc elle a son entreprise. Puis comme elle fonctionne dans un environnement start-up, comme parfois aussi même dans des environnements de coop ou quoi, elle a décidé d'opter pour une entreprise où elle avait des partenaires avec qui elle doit consulter, finalement, qu'elle doit consulter assez fréquemment pour prendre des décisions importantes qui vont avancer la croissance de la start-up, OK? Sauf que Léa, elle se trouve en désaccord avec, un de ses partenaires sur la direction stratégique qu'ils doivent prendre. Par exemple, Léa, elle aimerait mieux investir dans le développement de nouveaux produits, donc dans l'aspect innovation, alors que son partenaire préférait juste maintenir le statu quo, consolider les produits existants et pas se lancer dans des nouveaux produits. Admettons que le désaccord, il est là. Dans un moment comme celui-là, Léa, si elle a peur de s'affirmer, elle pourrait avoir la pensée suivante. Elle pourrait se dire: si je m'affirme trop, ben, ça va créer des tensions et mettre en péril le partenariat, ce qui déclenche du coup la peur du conflit. La stratégie, c'est de se dire la chose suivante:
Je comprends ton point de vue. Donc, on commence toujours avec l'écoute active sur la consolidation des produits actuels. Je crois également qu'investir dans de nouveaux produits est crucial. Donc, on montre les deux équilibres. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis. Donc là, l'idée, elle est différente. C'est j'entends tes besoins, je les nomme. Je nomme mes besoins et j'explique pourquoi ils sont importants pour moi. Même visuellement, on les met sur le même plan. Comment est-ce qu'on peut trouver une manière d'aller nourrir ces deux besoins d'une façon qui nous ressemble et qui nous permet d'aller de l'avant sans qu'aucun des deux ne soit effacé dans le processus? Ça serait probablement la meilleure chose à faire. La première étape de cette stratégie pour Léa ou une personne qui vivrait ce type de conflit, c'est d'abord de prendre un moment encore, de prendre un pas de recul pour reconnaître les émotions que cette situation nous fait vivre, parce qu'elle peut être difficile, mais aussi de reconnaître les émotions que ça fait vivre à notre partenaire. On n'est pas seul à vivre des émotions liées à la différence d'opinion dans cette situation. Donc la conscience de soi émotionnelle, c'est une des 15 compétences clés d'ailleurs dans le modèle EQI dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, cette conscience de soi, elle va être au service de l'affirmation de soi. Donc une compétence au service de l'autre. Et on va trouver des solutions win-win, un peu une approche collaborative, et on va tout faire pour maintenir l'objectivité. Donc, toi, tu vois ça, je valide, je reflète, moi, je vois ça. Comment est-ce que c'est d'accord? Comment est-ce qu'on peut y aller avec ça? Donc, on reste dans de l'objectivité pour s'éloigner des réactions émotionnelles liées à la prise de position. Dans la troisième situation, le réseautage ou le pitching d'idées lors d'événements. Dans cette situation-là, on peut être par exemple, confrontée au besoin de prendre la parole et de ne pas paraître assez convaincante pour positionner son entreprise ou vendre ses services. Si ça vous arrive, il est possible qu'une pensée que vous puissiez avoir qui vous empêche du coup d'être efficace, impactante dans votre communication, c'est de se dire, ben, si je ne parviens pas à impressionner ces gens à qui je dois parler de mon entreprise, je vais perdre une occasion précieuse. Puis là aussi, il y a d'autres pensées qui peuvent débouler de ça. On peut commencer à se dire, ils vont pas me trouver crédible, ils vont pas me trouver compétente, ils vont me demander quel background, quel certificat j'ai. Puis si j'ai pas tel certificat, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout de suite, mon cerveau va rapidement embarquer là-dessus. Évidemment, ça va provoquer la peur de ne pas être à la hauteur et de manquer de crédibilité et c'est ce qui va m'empêcher même de considérer de parler. Donc je vais avoir tout ça qui se passe dans ma tête, ça va m'empêcher de pitcher ou de réseauter et du coup, je vais manquer concrètement des opportunités parce que je n'y suis pas. Donc quelle est la stratégie? Ça commence encore par une préparation approfondie. Le pitching, le réseautage lors d'événements, même des personnes qui sont plus à l'aise avec ça, vous le diront, il faut passer immensément de temps à bien vous préparer avant un événement. Un peu comme je vous ai demandé au début du webinaire, quelle est l'intention que vous avez pour ce webinaire? Avec quoi je veux ressortir? Ben, on veut se fixer un objectif à chaque événement de réseautage. À chaque occasion où je pitch, peut-être que mon objectif va être légèrement différent. Challengez-vous à préciser l'intention, l'objectif qu'il y a derrière cette rencontre qui vous permet de positionner. Qu'est-ce que vous espérez concrètement en retirer? Est-ce que c'est des nouveaux partenaires? Est-ce que c'est de la conversion vers des clients? Est-ce que c'est tout simplement gagner en visibilité, donc faire connaître les services, mais pas avec nécessairement l'idée d'une conversion? Est-ce que c'est développer le travail avec les particuliers? Est-ce que c'est développer le travail avec les entreprises? Donc, il faut vraiment être très, très clair et très concis et vraiment zoomer sur quel est l'objectif de cette rencontre. Une fois que j'ai cerné cet objectif, je veux bien me préparer par rapport aux choses qui sont importantes pour moi à dire et je vais préparer même mon pitch. Je vais travailler le texte que je vais utiliser avec des termes clairs. Et la troisième étape, c'est surtout que je vais le pratiquer. Je vais le tester sur des gens de confiance justement où je n'ai pas peur de manquer des opportunités, mais je vais pouvoir voir à quel point je suis à l'aise. Et au début, ça va peut-être être un peu difficile. Donc, c'est important de le pratiquer avec quelqu'un de confiance pour que du coup, quand vous arrivez dans cet événement, bah, ça vous vienne un peu plus naturellement d'utiliser ces mots qui étaient des mots clés pour vous afin de positionner votre entreprise et trouver votre juste place. Vous fixez aussi un objectif du nombre de personnes avec qui vous aimeriez parler, à qui vous aimeriez
en fait, transmettre votre message pour aller vous challenger si jamais vous avez tendance à plus rester dans votre coin par peur de vous affirmer dans ces situations-là. Ça sera aussi des outils importants à considérer. Évidemment, par exemple, en coaching, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller faire, travailler les mots, travailler la préparation, et cetera, pour vous outiller, vous sentir bien prête avant chacune de ces rencontres. Alors que je vous ai parlé de ces différentes situations, je serais curieuse de savoir s'il y en avait une plus qu'une autre ou même une autre encore dans le monde de l'entrepreneuriat, où vous trouvez que c'est plus difficile de vous affirmer, et où vos pensées, vos peurs ont tendance à revenir le plus souvent. Est-ce que vous avez des choses à partager à ce sujet? Est-ce qu'il y avait des personnes pour qui la situation 1, 2 ou 3 était plus logique ou alors il y en avait aucune de ces 3 qui vous rejoignent? C'est possible aussi. Félicité. Moi, c'est la situation 3. Ouais, pour le Ou quand réseautage. j'arrive, oui, quand j'arrive pour un réseautage, en général, c'est un peu plus difficile d'aller vers les autres. Et puis, je sais pas trop quoi leur dire. Euh, voilà, c'est un peu ça. Et par rapport aux stratégies que j'ai partagées justement au niveau de la préparation, de Oui, préparer le je pense que vestiaire. ça va m'aider. Ouais. Je vais plus accentuer là-dessus. Ça va beaucoup aider. Voilà, en ayant l'objectif, ça va me mettre de la pression à ressortir de là-bas avec quelque chose. Parce que Oui. je me dis, il faut que je ressorte de là-bas en ayant atteint l'objectif de départ. Donc, je pense que ça va m'aider, ça va me mettre la pression. Puis une Ah, chose même que j'ajouterais, que j'ai pas mentionné, peut-être aller dans le même sens, c'est de se dire, un peu à l'image de la chatte qui est lionne, hein, de cette image-là, c'est oui, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Quelle posture je veux incarner dans ces rencontres-là? Parfois, se connecter à son être et se souvenir, ben, c'est quelles sont les qualités de la femme entrepreneur que je veux épouser dans ces rencontres-là et du coup de se mettre concrètement dans la peau de cette personne. C'est presque un jeu d'actrice. Donc, si on trouve que c'est plus difficile pour nous d'aller nous affirmer dans ces situations, on a besoin d'aller se connecter à quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que parfois, c'est au-delà de faire, c'est qui je veux être dans ces rencontres-là et quelle est la mission que je porte. J'avais une coachée qui justement avait beaucoup de difficultés avec la parole publique et le moment où ça a décoincé pour elle, où en fait elle a accepté de se challenger et de prendre des situations pour aller s'affirmer dans la place publique, c'est quand tout d'un coup elle s'est même mise elle en retrait et qu'elle s'est dit mais c'est pas de moi dont je parle d'une mission. Je parle de quelque chose de plus grand que moi, qui me passionne, qui est la raison pour laquelle je fais mon travail. Puis j'ai vraiment envie que les gens sachent ça parce que cette mission, c'est une mission d'impact. Donc, par exemple, dans son cas, c'était justement associé aux femmes entrepreneurs et comment ça allait les aider sur quelque chose qui était tellement difficile pour elles. Donc, elle s'est concentrée sur le message qu'elle voulait porter, l'importance du pourquoi, l'importance de la mission. C'est ça qui l'a aidé à trouver le courage d'aller s'affirmer dans la place publique. Donc, que ça soit qui je veux être, la posture que je veux développer, que ce soit le pourquoi et la mission que je porte, que ce soit ce que j'espère en retirer, donc l'objectif que je me suis fixé, essayer d'identifier et de tester peut-être, hein, ça vaut la peine même de tester les trois, voir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, afin de vous affirmer dans ces circonstances-là. Ça peut être aussi un outil intéressant. Alors, je fais attention au temps qui passe. J'ai essayé de récapituler ici des stratégies gagnantes pour nourrir un peu le courage de cette affirmation de soi au quotidien. Parce qu'il y a des choses qui marchent pas mal et qu'on va travailler aussi en coaching, qui sont, de pratiquer la visualisation et les affirmations positives. Donc, par exemple, justement, dans la situation numéro 3, c'est très facile, lorsqu'on a un objectif, de se projeter, de se dire: «Bon, ben, voilà quel type d'événement c'est, voilà comment je veux être, voilà ce que je visualise et voilà, du coup, ce que je veux me dire». C'est l'affirmation positive, le message que je veux me rappeler et que je vais même me redire avant de rentrer dans la salle, qu'elle soit une salle virtuelle ou une salle physique. J'embarque dans cette conversation en me rappelant quoi? C'est quoi ma phrase, mon affirmation qui va me porter? J'ai même des personnes que je connais qui, avant d'entrer, par exemple, dans une salle virtuelle, avant qu'on les voit, se mettent debout et portent cette attitude, en fait, de courage, donc physiquement,
Une grande respiration ou écoute une musique, par exemple. Moi, je pense à la musique de Katy Perry, la Roar, avec cette chanson où il y a cette idée justement de la femme lionne. Ça, c'est comme empuissant, là, c'est empowering d'écouter cette musique avant. Donc, tout ce qui peut alimenter votre courage pour passer à l'action, ben, ça peut être dans le lien avec visualisation, affirmation positive. Revenir à ces valeurs. Beaucoup de femmes entrepreneurs que je rencontre sont tellement passionnées par un projet qu'elles ont qu'en fait, elles oublient après, au fur et à mesure du temps, de revenir aux valeurs essentielles qu'elles veulent incarner comme femmes entrepreneurs ou que le projet incarne. Donc, gagner en clarté sur ces valeurs-là pour pouvoir les réutiliser lorsqu'on s'affirme, revenir à ces valeurs comme notre pilier pour nous donner du courage et se dire non, si je continue d'affirmer ces prix ou si j'ai cette posture avec ce client difficile, c'est parce que je suis alignée avec mes valeurs. Je ne m'oublie pas, je me respecte là-dedans. Donc, ce travail avec les valeurs, il est très important pour pouvoir s'affirmer. Rester authentique et à l'écoute. On a parlé plusieurs fois de l'écoute active. Ça permet aussi de justement équilibrer un peu mieux la relation. Donc, peut-être que développer son écoute active, si c'est quelque chose qu'on a plus de difficultés à faire, il y a plusieurs stratégies au service de ça, dont le coaching d'ailleurs, pour apprendre à muscler cette compétence. Ça va être important pour l'affirmation de soi. La méthode des petits pas. Alors, cette méthode des petits pas, elle est liée à l'idée de commencer par les situations qui sont les moins stressantes pour vous, pour tester l'affirmation de soi. Donc, vous avez identifié celle qui vient vous chercher peut-être le plus. Quelle est celle qui viendrait vous chercher, aller sur une échelle de 1 à 10, plus à un 2, 3, au lieu de choisir celle qui a un 7, 8 au niveau du stress ou 9, pour commencer à pratiquer cette affirmation de soi dans des événements qui sont peut-être avec des implications moindres. Donc, commencer par quelque chose de plus petit, de plus concret, de plus réaliste, plutôt que se lancer à un objectif trop gros. Ça serait la meilleure manière de commencer en bâtissant son affirmation de soi. Et enfin, le dernier point, trouver une personne de confiance avec qui développer cette compétence. Je l'ai mentionné plus tôt, tout à l'heure quand on parlait d'aller, par exemple, avoir une personne avec qui on va aller tester, notre pitch, par exemple, voir comment on s'y prend avec les mots. Ben, on peut le faire pour le pitch, on peut faire aussi des exercices de jeu de rôle avec cette personne, s'entraîner avec un partenaire à travers des scénarios de négociation et de conflits aussi. On peut demander du feedback en 360 à des personnes choisies pour avoir des retours sur notre assertivité, notre communication, comment les autres nous perçoivent quand on est en train de s'affirmer. Ça peut être très utile. Et j'allais terminer avec l'investissement dans le coaching, parce qu'on s'entend que pour l'affirmation de soi, ça reste quand même ce qui va vous aider le plus, si jamais c'est quelque chose qui est vraiment un défi pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un accompagnement personnalisé. Vous l'avez vu déjà entre vous deux, les partages peuvent être très, très spécifiques. On a besoin d'aller zoomer, d'aller comprendre avec plus de granularité quel est le besoin, quel est le déclencheur. Et du coup, dans le coaching, on va pouvoir avoir des stratégies encore plus zoomées, encore plus adaptées et personnalisées. On va aller faire un travail en profondeur sur les pensées limitantes et les croyances. On va renforcer la confiance en soi sur le long terme. Et on va aller développer des stratégies et des compétences pratiques. On a parlé des compétences personnelles, interculturelles, des compétences émotionnelles, en intelligence émotionnelle comme l'affirmation de soi, la conscience de soi aussi, de ses besoins, de ses émotions, et cetera, et cetera. La prise de décision, on a parlé de la rapidité, comment on travaille avec un environnement changeant. Dans les 15 compétences en intelligence émotionnelle, il y a une échelle entière sur la prise de décision, justement. Et enfin, le coaching, ben, ça permet d'avoir un suivi et d'avoir la responsabilité, un peu comme tu disais, Félicité, de se dire, ben, d'avoir un objectif, de me dire qu'est-ce que je veux en ressortir, ça va me booster, ça va me permettre de me projeter. Ben, quand on a du coaching, on a une responsabilité envers soi, on sait qu'il y a une personne à qui on va un peu rendre des comptes et lui dire comment on avance avec ça, et c'est sûr que ça aide énormément. Donc voilà, donc je termine ici un petit peu pour vous parler rapidement de notre entreprise, Ariadne Coaching, et qui permet d'aller apporter le dernier point de ces stratégies-là. Donc vous avez déjà des stratégies avec lesquelles commencer, mais si ça demeure un point qui est encore trop difficile pour vous et où vous avez besoin plus de soutien, bah, vous pouvez contacter notre assistante Faiza, qui est fantastique, qui est une vraie perle, à info@ariadnecoaching.com. Et elle va vous matcher avec la meilleure coach de l'équipe pour vous aider par rapport à vos besoins spécifiques et discuter gratuitement, sans engagement pendant 30 minutes pour voir si, c'est quelque chose qui est pour vous. Est-ce qu'on a trouvé la bonne personne pour vous aider?
quel est votre budget, quels sont vos objectifs, etc. Donc, c'est vraiment sans engagement pour pouvoir gagner en clarté. Donc, voilà un petit peu pour la fin de la présentation. J'aimerais terminer avec une citation que j'aime beaucoup. J'ai parlé plusieurs fois de courage. Et soit dit en passant, j'ai lancé un podcast qui est un peu en dormance depuis 1 an, mais il y a quand même une quinzaine d'épisodes, si jamais vous êtes curieuse, qui s'appelle le Courage Podcast, parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire au niveau de nourrir son courage pour aller développer certaines compétences en intelligence émotionnelle au travail. Et du coup, j'aime beaucoup cette citation qui dit que le courage ne rugit pas toujours, hein, par rapport à la lionne. Parfois, il est la voix tranquille à la fin de la journée qui dit « je vais essayer encore demain ». Donc, ma question pour vous, avant qu'on termine, dans tout ce qu'on a vu, dans les différentes stratégies, dans le doigt qu'on a mis sur des peurs, des croyances, quelle est une première petite action, petite, minuscule, concrète, spécifique, que vous pourriez mettre en place qui vous aiderait un peu plus vers muscler la compétence de l'affirmation de soi? Est-ce qu'il y a une première intuition pour que, alors qu'on termine notre appel, ça finisse pas en train de prendre la poussière dans un tiroir, mais que ça se traduise par une minuscule action qui va vous aider à foncer, comme tu dis, féliciter, c'était ton intention. Donc, une petite chose qui va vous aider dans ce sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Je vois qu'il y a un partage dans le pensée limitante pour toi, Nathalie, c'est le premier endroit où tu veux t'attaquer. OK. Et est-ce que si on zoome un peu, Nathalie, tu vois une mini-action qui va t'aider dans ce travail des pensées limitantes, un premier mini pas? Mais je pense que je vais y aller de l'avant et booker, céduler un rendez-vous avec ta personne que tu as suggérée pour 30 minutes de consultation pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider dans ce sujet-là. Et probablement retourner à faire des affirmations positives. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pas prendre le temps de le faire, mais je pense que ça vaut la peine peut-être de retourner à l'affirmation positive sur une journalière pour essayer de se balancer plus vers le positif que vers le négatif avec les pensées limitantes. Les pensées limitantes, il faut les reconnaître d'abord. Faut Oui, s'arrêter de dire ah, je pense encore à ça. Pourquoi oui, je pense encore à ça? Tu sais, c'est des cercles, hein? Pourquoi est-ce que je oui, pense encore à cette pensée-là? C'est de penser la pensée, finalement. oui. Oui. Alors là, ça veut dire que tu vas commencer quand ces affirmations positives si tu t'y remets? Bon, là, tu me colles au mur, là. Ah bah oui, Mais il tu faut sais un quoi? petit engagement. Tu sais quoi, Virginie? Demain, c'est ma fête. C'est ma fête demain. Oh, bonne fête en avance d'abord, Nathalie. Ben, alors, je crois bien que je vais me faire le cadeau de me faire une belle affirmation demain matin avec un bon café, puis de recommencer ça, puis de le documenter Oui, dans un. Oui, oui, je suis contente que tu amènes ça. D'abord, je trouve ça magnifique de commencer le jour de ta fête pour t'offrir ce cadeau d'une affirmation positive, pour lancer le bal d'un nouveau tour autour du soleil grâce à exactement. l'affirmation Une nouvelle positive. année. Une nouvelle année, c'est bon. Mais en plus, c'est vrai que tu amènes quelque chose que j'avais mis dans mes notes, que j'ai oublié de mentionner, mais de documenter, avoir un journal de bord alors qu'on essaye ces différentes stratégies pour l'affirmation de soi, comme l'affirmation positive, mais aussi même les autres stratégies dont on a parlé pour voir comment on avance avec ça. Bah, c'est important. Alors, il y a des gens qui sont pas toujours à l'aise avec l'idée d'écrire, qui sont pas nécessairement très journal. Alors, ce que je vois aussi chez d'autres coachés, chez qui ça fonctionne, dans le cas où vous n'êtes pas trop journal de bord, c'est de vous enregistrer et vous n'avez même pas besoin de vous écouter. J'ai des clients qui, en fait, rien que le fait de le verbaliser à haute voix, de savoir qu'ils l'ont enregistré, ben, il y a cet aspect de documentation. Parce que de toutes les façons, les journaux de bord, il y a des gens même qui ne vont pas les revisiter après. Donc, pourquoi ne pas prendre aussi ça sous une forme audio si jamais l'écriture ou le visuel, c'est moins votre style? Ça peut être une autre piste intéressante à creuser. Félicité, toi, avec quoi tu repars de notre échange aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une petite piste, une petite chose que toi, tu aimerais tester? Oui, moi, je pense que les pensées positives, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais je vais cette fois-ci, la différence, je vais les axer
sur ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Voilà. Hmm. Mon implication, parce que souvent j'ai l'impression que je suis en décalage, comme on l'avait dit. Ouais. Donc, je vais travailler sur ça euh, avec les pensées positives en me donnant plus de courage, voilà, à m'adapter, parce que j'ai besoin d'une adaptation. Ouais, des compétences justement pour sentir que tu t'adaptes davantage à ce contexte, hein. Mhm, c'est ça. Mhm. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Alors, si on termine par un mot de la fin qui sera le mot d'émotion. Tiens, je vais juste mettre la dernière slide où il y a toutes mes informations si jamais vous voulez rentrer en contact. D'ailleurs, je suis sur LinkedIn aussi. Moi et l'entreprise, les deux sont sur LinkedIn. Si jamais vous voulez m'ajouter sur LinkedIn pour juste Oui, rester oui, en moi, contact. j'aime faire ça après quand je rencontre une nouvelle personne. Donc, je suis ravie de vous avoir rencontré. Voilà, Toutes donc les deux. ça peut être le fun aussi de s'ajouter sur LinkedIn pour garder le contact, féliciter. Pour terminer, un mot d'émotion, parce qu'on est en intelligence émotionnelle. Vous vous sentez comment? Quel est le meilleur mot de sentiment, d'émotion avant qu'on ferme la salle? Chacune? Moi, je me sens contente d'être là. Contente d'être présente, hein, d'accord. Oui, contente d'être présente. Merci, félicité. Nathalie, toi? Mon Dieu, calme. Calme dans un peu comme c'est un peu comme un reset. Je le dis en anglais, je m'excuse. Ça m'a permis ça aujourd'hui, ce matin, d'être avec toi. En fait, d'être avec toi, ça m'a permis de, de, de revenir plus à une position calme Hmm. et objective. C'est comme si, tu sais, la roulette, là, la roulette qui tourne toujours comme ça parce qu'on est tellement toujours occupé puis qu'on on pense plus finalement. On fait juste comme agir ou essayer de, Hmm. to keep up. Ouais. Euh, Là, c'est comme si la roulette a un peu arrêté ce matin puis de dire, ah, je me repositionne dans l'intention d'une, d'une, d'une meilleure affirmation de soi. Hmm. J'aime ça. Plus clair, plus clean, plus propre. Hmm. Alors, c'est un peu ça. Puis comme je te disais, étant donné que c'est mon anniversaire demain, là, je me sens comme, c'est comme un cadeau là, que je me fais de me permettre d'aller dans ces pensées-là cette semaine. Alors, merci à toi. J'ai beaucoup de gratitude ce matin envers toi, Virginie. Et Ah, quel beau plaisir de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre. oui, ben merci à toi. Moi, tu vois, je pars avec le mot d'émotion énergisé. Ça m'amène beaucoup d'énergie. Oh, félicité, quel bonheur de voir ton beau visage. Oui, je me Ben, suis dit, il faut que là, je mette la vidéo avant de... oh, mais tu es Donc, magnifique en plus, ton beau oui, sourire. Merci. ok, merci. Passez Voilà, une c'est très ça. belle Et journée. Oui. quand Nathalie parlait, ça m'a fait, oh, ah, voilà, tu vois, moi, je dis un seul mot, tu as vu tout ce que Nathalie a dit. C'est un peu ça mon combat le jour. Oui. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, ça m'amène beaucoup d'énergie d'être avec vous ce matin. Non, c'est vraiment énergisé. Alors, j'espère que Félicité, ça va t'aider à foncer. Tu disais que c'était ton... Oui, bien sûr. Merci, franchement, c'est comme si j'ai gagné ma journée, tu vois. Souvent, on participe à des choses et puis on voit pas trop ce que ça nous apporte. Mais cette fois-ci, je sens vraiment que j'ai bien fait d'être là parce que j'ai eu un plus ce matin. Ah, ça Beaucoup fait plus plaisir. même, voilà. Je suis Ma d'accord. journée est Oui, remplie, voilà. et Oui, félicité, je suis d'accord avec toi. Ça m'a beaucoup apporté ce matin. Je vais juste, avant de quitter, je vais juste fermer l'enregistrement pour être sûr que je l'ai. Alors, vous allez peut-être entendre le message là, qui dit Ça se termine.